Pour certains, le travail, c'est une malédiction. Pour d'autres, c'est carrément le chemin vers la liberté. Le travail, ça définit nos vies, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? C'est une question qui nous hante depuis des millénaires. Aujourd'hui, on va remonter le temps, de la Grèce antique jusqu'aux usines du 19e siècle, pour comprendre comment notre vision du travail a été complètement, mais alors complètement bouleversée. La tension, elle est là, elle est fondamentale. Libération ou malédiction. D'un côté, on a cette promesse d'une vie accomplie, où on se réalise en transformant le monde. Et de l'autre, on a la réalité de l'asservissement, de la perte de soi dans des tâches qui n'ont parfois pas de sens. C'est ce grand écart qui a nourri plus de 2000 ans de pensée philosophique. Et franchement, à l'heure du télétravail pour tous et de la grande démission, cette question, elle n'a jamais été aussi pertinente. Alors, pour comprendre ce paradoxe, voilà notre feuille de route. On commencera dans l'Antiquité grecque, où le travail était franchement méprisé, puis on verra comment l'époque moderne l'a réhabilité, en a fait la source de toute valeur. Ensuite, on plongera au cœur du grand débat du 19e siècle. Le travail, est-ce qu'il nous réalise ou est-ce qu'il nous aliène? On observera le prix humain du progrès industriel, avant de terminer avec des penseurs plus récents qui ont tenté de repenser tout ça. Allez, c'est parti. Notre voyage commence donc en Grèce antique avec Aristote. Et là, attention, pour bien saisir la pensée de l'époque, il faut complètement oublier notre vision moderne. Ici, le travail productif, celui qui transforme la matière, n'est pas du tout valorisé. Au contraire, c'est vu comme une contrainte, un obstacle à la vraie vie humaine qui, elle, est une vie de liberté. Pour Aristote, il y a une distinction capitale à faire, une distinction qui sépare le simple fait de produire et l'acte de vivre pleinement. Il a deux mots pour ça, la poiesis et la praxis. Le premier concept, c'est la poiesis. Ce mot grec, il désigne toute activité de production. L'agriculture, l'artisanat, tout ça. C'est le travail qui répond aux besoins du corps, à la nécessité pure et simple de se nourrir, de se vêtir, bref, de survivre. C'est une activité cyclique qui est asservie au rythme de la nature. Pour les Grecs, l'homme qui est engagé dans la poiesis est tourné vers la matière, pas vers ce qui fait sa propre excellence. Il est, en quelque sorte, prisonnier des nécessités de la vie. Et à l'exact opposé, on a la praxis. Là, il ne s'agit plus du tout de produire un objet extérieur à soi, mais de se produire soi-même, de s'améliorer. La praxis, c'est l'action libre, celle qui est tournée vers l'excellence humaine, ce que les Grecs appelaient l'arrêté. Et c'est quoi les formes de cette vie supérieure? Eh bien, il y en a essentiellement deux, la vie politique, donc l'action du citoyen dans la cité, et la vie contemplative, c'est-à-dire la recherche de la sagesse. Voilà les seules activités dignes d'un homme libre. Ce tableau, il résume parfaitement la hiérarchie grecque. D'un côté, la poiesis, le domaine de la nécessité, avec pour but de produire un objet, une activité considérée comme avilissante. De l'autre côté, la praxis, le domaine de la liberté, réservé aux citoyens, avec pour but d'atteindre l'excellence. La conclusion est sans appel. Pour vivre une vie vraiment humaine, il faut être libéré du travail productif. C'est d'ailleurs pour ça que la société grecque reposait sur l'esclavage. Pour que quelques-uns puissent se consacrer à la praxis, il fallait que beaucoup d'autres soient enchaînés à la poiesis. On fait un bond de plusieurs siècles. Avec les Lumières, un renversement total s'opère. Le travail, qui était méprisé, devient soudain la source de toute valeur, de la propriété et de la richesse. Et il y a deux penseurs qui sont au cœur de cette révolution, John Locke et Adam Smith. Ce sont eux qui vont poser les bases de notre conception moderne du travail. Ce qui est absolument fondamental chez John Locke, c'est cette idée que la propriété n'est pas un don divin ou un privilège de naissance. Non, elle naît du travail. Au départ, la nature est commune à tout le monde. Mais quand une personne mélange son travail, qui lui appartient, avec une ressource naturelle, elle la fait sienne. En cultivant un champ, en cueillant un fruit, on y ajoute quelque chose de soi. Et cet acte de transformation, il légitime l'appropriation. Le travail ne sert plus seulement à survivre, il devient le fondement même du droit, de la propriété et de toute la société moderne. Un peu plus tard, Adam Smith va analyser le moteur de cette nouvelle économie qui est en train d'émerger, la division du travail. Pour Smith, c'est tout simplement le plus grand progrès dans la puissance productive qui soit. Et pour le démontrer, il utilise un exemple qui est devenu légendaire, celui de la manufacture d'épingles. Il montre qu'un ouvrier seul pourrait à peine, mais alors à peine, fabriquer une épingle par jour. Mais si la tâche est décomposée en 18 opérations distinctes, 10 ouvriers peuvent en produire des dizaines de milliers. Mais alors, comment on explique cette explosion de la productivité? Smith identifie 3 facteurs clés. D'abord, l'habileté de l'ouvrier augmente de façon spectaculaire parce qu'il se concentre sur une seule tâche simple et il la répète encore et encore. Deuxièmement, on économise tout le temps qu'on perdrait normalement à passer d'une activité à une autre. Et troisièmement, la simplification des tâches, ça encourage l'invention de machines pour les automatiser. C'est la recette miracle de la richesse des nations, une révolution qui va changer le monde pour toujours.
Et ce qui est fascinant, c'est que cette immense coopération sociale, cette machine productive incroyablement complexe, elle n'est pas mue par l'altruisme ou par la morale. Pas du tout. Pour Smith, elle repose sur l'intérêt personnel de chacun. Le boucher ne nous vend pas sa viande par bonté d'âme, mais bien pour gagner sa vie. En poursuivant notre propre intérêt, on contribue, comme si on était guidé par une main invisible, à l'intérêt général. Le travail et l'échange, fondés sur l'intérêt, créent une abondance générale qui profite en théorie à toute la société. La promesse moderne est donc immense, le travail comme source de richesse et de progrès. Mais voilà, au XIXe siècle, face à la réalité brutale de la révolution industrielle, cette belle promesse est sérieusement remise en question. Un débat philosophique crucial s'engage, incarné par deux géants de la pensée. Hegel et son disciple le plus célèbre et le plus critique, un certain Karl Marx. Le travail est-il vraiment une voie de libération ? Pour Hegel, le travail, c'est bien plus qu'une simple activité économique. C'est un processus métaphysique fondamental. Imaginez la dialectique du maître et de l'esclave. Le maître, lui, il ne fait rien, il ne fait que consommer. Il dépend entièrement de l'esclave. L'esclave, à l'inverse, est forcé de travailler. Mais en travaillant, il transforme la nature. Il y laisse sa marque, il apprend, il prend conscience de son propre pouvoir. Et là, chez Hegel, c'est une idée révolutionnaire. Le véritable moteur de l'histoire, ce n'est pas le maître qui profite, c'est l'esclave qui travaille et qui, par son action, se libère. C'est une vision incroyablement puissante, le travail comme chemin vers la conscience de soi, vers la liberté. Mais est-ce que cette promesse philosophique résiste à l'épreuve des faits ? Quand on regarde l'ouvrier du XIXe siècle enchaîné à sa machine dans une usine sombre et bruyante, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il se réalise ? C'est la question que Marx va poser. Et sa réponse, vous vous en doutez, va être radicalement différente de celle de son maître Hegel. Marx va développer un concept central, l'aliénation. En latin, alienus, ça veut dire étranger. Pour Marx, dans le système capitaliste, le travail rend l'ouvrier étranger à lui-même. Au lieu de s'accomplir, il se perd. Et pourquoi ? Parce que le produit de son travail ne lui appartient plus. Il devient un objet extérieur, une marchandise qui, une fois vendue, se transforme en capital et vient renforcer la puissance qui domine l'ouvrier. En gros, plus l'ouvrier produit de richesse, plus il devient pauvre et impuissant. La confrontation entre les deux pensées est saisissante. Là où Hegel voyait une libération par rapport à la nature, Marx, lui, voit un travail forcé, un simple moyen de subsistance, qu'on fuit comme la peste dès que possible. Là où Hegel voyait l'accès à la conscience de soi, Marx décrit un travailleur qui se sent malheureux, qui mortifie son corps et ruine son esprit, qui n'est lui-même qu'en dehors du travail. Et enfin, la maîtrise du monde promise par Hegel se transforme chez Marx en une dépossession totale, une perte de soi-même. La belle promesse s'est transformée en son exact contraire. Pour bien comprendre à quel point la critique de Marx est ancrée dans une réalité très concrète, il faut se tourner vers son plus proche collaborateur, Friedrich Engels. Engels, c'était le fils d'un riche industriel et il a été envoyé en Angleterre en plein cœur de la révolution industrielle. Ce qu'il y a vu l'a tellement horrifié qu'il a écrit un livre qui est à la fois une analyse sociologique pionnière et un réquisitoire implacable. Et voici l'ouvrage en question, La situation de la classe laborieuse en Angleterre, publié en 1845. C'est l'un des tout premiers livres à décrire non pas un aspect particulier, mais l'ensemble de la condition prolétarienne. Et Engels ne se contente pas de compiler des rapports, non. Il se base sur ses propres observations, sur ce qu'il a vu de ses yeux dans les rues de Manchester en fréquentant les ouvriers dans leur propre quartier. C'est un document à la fois passionné et incroyablement érudit. Le tableau qu'Engels nous dresse est apocalyptique. Il décrit une exploitation sans la moindre limite, avec des journées de travail interminables, des salaires qui permettent à peine de ne pas mourir de faim, des conditions de logement absolument effroyables, mais au-delà de la misère matérielle, c'est une déshumanisation profonde qu'il met en lumière. Et d'ailleurs, au XXe siècle, le sociologue George Friedman analysera la conséquence directe de la division du travail d'Adam Smith, la parcellisation des tâches. Le travail devient non seulement répétitif, mais vide de toute intelligence, de toute initiative. L'ouvrier est dépossédé de son savoir-faire. Friedman parle de travail en miettes, qui n'alimente plus l'esprit, mais qui, au contraire, l'atrophie. Le concept d'aliénation de Marx n'est plus une idée abstraite, c'est la description brute, littérale, de la vie de millions de gens. Après le choc de l'industrialisation et ses critiques féroces, le XXe siècle a vu émerger de nouvelles tentatives pour comprendre la nature de l'activité humaine. Des penseuses comme Hannah Arendt et Simone Weil ont cherché à dépasser les cadres existants pour proposer des distinctions plus fines. Elles nous invitent à ne pas tout mettre sous le même mot de travail. Ce qui est passionnant chez Hannah Arendt, c'est qu'elle revient à une inspiration grecque pour analyser la vie active. Elle distingue 3 grandes activités. D'abord, ce qu'elle appelle le travail, labor.
C'est l'effort lié à notre corps, à la survie biologique. C'est le domaine de l'animal laborans, l'animal travailleur. Ensuite, il y a l'œuvre, work. Là, c'est la fabrication d'objets durables qui construisent le monde humain. L'artisanat, l'art, c'est le domaine de l'homo faber, l'homme fabricant. Et enfin, tout en haut, il y a l'action, c'est-à-dire le fait d'agir et de parler avec les autres dans l'espace public. Pour elle, c'est l'activité la plus proprement humaine. En résumé, Arendt nous alerte, une société qui ne valorise que le labeur, que le travail pour survivre, est une société qui a perdu de vue ce qui fait de nous des humains. Simone Weil, elle, apporte une perspective plus intime, presque spirituelle. Elle a fait l'expérience du travail en usine et pour elle, la souffrance principale n'est pas seulement physique. C'est une humiliation de tous les instants. L'obéissance aveugle aux ordres, au rythme des machines est vécue comme un avilissement. C'est un sentiment de honte qui ronge l'âme. Cette analyse de la souffrance intérieure, elle trouve un écho bien plus tard chez le sociologue Richard Sennett. Il montre comment le nouveau capitalisme flexible, précaire, fondé sur le court terme, attaque directement notre capacité à construire un récit de vie cohérent, une identité stable. Il parle de la corrosion du caractère. Si le travail ne nous permet plus de nous inscrire dans la durée, comment peut-il encore donner un sens à nos vies ? De la malédiction grecque à la promesse de libération de Hegel, de l'aliénation de Marx à la quête de sens d'Arendt et Weil, on voit bien que notre rapport au travail n'a cessé d'évoluer. Aujourd'hui, on est à l'aube d'une nouvelle révolution, celle de l'intelligence artificielle. Des millions d'emplois vont être transformés, c'est une certitude. Alors, la question se pose avec une acuité renouvelée. Est-ce qu'on va vers une libération du travail contrainte, ce qui ouvrirait la voie à des activités plus créatrices comme l'espérait Aristote, ou est-ce qu'on se dirige vers une nouvelle forme d'aliénation, où une partie de l'humanité deviendrait tout simplement superflue ? L'histoire du travail n'est pas terminée. La prochaine page, c'est à nous de l'écrire.